Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est mardi 5 mai 2026 et notre cher ami, notre frère, John Helmer, est avec nous. Bienvenue parmi nous, John. Merci de m'avoir invité, Nima. Ça fait plaisir d'être de retour. John, qu'est-ce que tu penses de l'opération Freedom que Donald Trump vient d'annoncer? Et hier, on a eu une sorte de chaos dans le détroit d'Ormuz. Ils essayaient d'envoyer ces pétroliers, provoquant un certain désordre, en tentant de les forcer à passer par le détroit d'Ormuz sur la route que les États-Unis avaient définie comme un passage sûr, près des côtes omanaises. Mais ça n'a pas marché. Ils n'ont pas réussi. Alors comment tu vois ça? Qu'est-ce que c'était, selon toi? Je pense que ce qu'on voit, c'est une série de mesures que Trump a validées avec son armée et avec la direction civile. Donc Vance, Marco Rubio aux Affaires étrangères et le Trésor, pour donner l'impression qu'il propose une voie pacifique tout en préparant des provocations envers l'Iran. Comme ça, si cette soi-disant voie pacifique est remise en cause, Trump pourra dire que c'est l'Iran qui a ouvert le feu, provoqué la violence et déclenché le genre d'attaque massive qu'il prépare depuis plusieurs jours en rassemblant ses forces. D'un côté, c'est essentiel pour lui, psychologiquement, personnellement et politiquement, de montrer qu'il est en train de gagner. Et j'attire l'attention de tout le monde sur ce tweet presque délirant que la Maison-Blanche vient de publier. J'ai publié ce matin une analyse à ce sujet dans Dance with Bears sur johnhelmer.net, où l'on voit Trump prononcer le mot « winning », et il le répète une fois par seconde, pendant 1 heure et 18 secondes. Ça fait 3600 répétitions du mot « winning ». Un tel comportement est le signe d'une dégénérescence psychopathologique, une maladie neurologique de la part de Trump. Mais laissons ça de côté et considérons plutôt que c'est une manière rationnelle pour lui de montrer à sa base électorale qu'il est en train de gagner. Gardez simplement à l'esprit, mes amis, comme nous le disons depuis un certain temps déjà, si les républicains perdent le contrôle du Congrès, Trump se retrouvera après le 3 novembre, et surtout quand le nouveau Congrès se réunira, face non seulement à une majorité favorable à sa destitution, mais aussi à une possible supermajorité pour invoquer le 25e amendement de la Constitution des États-Unis. C'est la déclaration d'incapacité présidentielle. On en est là et lui aussi sait qu'on en est là. C'est assez sombre. Ce tweet sur la victoire est révélateur de ce dont il a besoin politiquement. Et je pense que cette tentative de montrer un succès militaire, en escortant des navires hors du détroit d'Ormuz avec des arrangements préalables, eh bien, une source grecque très fiable m'a indiqué ce matin que certaines négociations en coulisses visaient à coordonner des navires avec les États-Unis, des navires qui avaient déjà prévu de partir avec l'autorisation de l'Iran. Autrement dit, il y a toutes sortes de montages secrets pour donner l'impression, pour permettre à Trump de montrer que sa politique d'escorte militaire fonctionne, alors que ce n'est pas le cas. D'accord? Maintenant, si, comme vous l'avez justement dit, ça échoue, et c'est bien ce qui se passe, Trump cherche à provoquer une sorte d'incident à la manière du golfe du Tonkin. Autrement dit, il veut faire en sorte qu'on comprenne qu'il n'est pas responsable, que ce sont les gardiens de la révolution iranienne qui ont ouvert le feu, rompu le cessez-le-feu et qu'il n'avait donc pas d'autre choix que de lancer une attaque massive. Une attaque qu'il prépare depuis un moment et que, selon ses conseillers militaires, y compris Vance, à ce qu'on peut raisonnablement penser, on estime déjà vouée à l'échec sur le plan militaire, avec probablement des pertes américaines importantes. Mais malgré tout, Trump veut montrer qu'il peut obtenir par la force ce qu'il n'a pas réussi à obtenir hier par la négociation, d'une manière ou d'une autre.
Bien sûr, ce n'est pas une mise en scène façon golfe du Tonkin, comme Lyndon Johnson avait tenté de le faire avec les Vietnamiens. Parce que les États-Unis sont déjà en guerre avec l'Iran et qu'on est simplement dans un cessez-le-feu. La guerre a déjà commencé. Donc, on fait face à une mise en scène destinée à justifier la reprise d'une offensive. On a donc une double stratégie, comme on a deux voies, le côté omanais et le côté iranien, de part et d'autre du détroit d'Ormuz. En réalité, on assiste à un jeu d'ombre sur ces deux fronts pour atteindre deux objectifs qui, ensemble, aboutissent à une seule et même doctrine folle. Folle au sens neurologique, folle au sens psychopathologique, que Trump a répété encore et encore. Gagner, répété 3600 fois sur le site de la Maison-Blanche. Yeah. John, here is what the head of parliament Oui. in Iran Oui. tweeted. John, voici ce qu'a tweeté le président du Parlement iranien. Il a dit « L'équation du détroit d'Ormuz est en train de se consolider. La sécurité du transport maritime et du transit énergétique a été mise en danger par les États-Unis et leurs alliés à cause de la violation du cessez-le-feu et de l'imposition d'un blocus. Bien sûr, leur mal finira par s'affaiblir. Nous allons pleinement... Enfin, nous savons très bien que le maintien du statu quo est intolérable pour les États-Unis, alors que nous n'avons même pas encore commencé. Et on a vu ce qui est arrivé aux Émirats arabes unis hier. And we've seen what has happened to UAE yesterday. You know, Iran simply is defining two lines. L'Iran trace simplement deux lignes, et on peut les voir sur cette image. Deux lignes jaunes. Elles vont de la partie ouest du détroit d'Ormuz jusqu'à la partie est du détroit d'Ormuz. Ces lignes englobent deux ports importants des Émirats arabes unis qu'ils aimeraient pouvoir utiliser après être sortis de l'OPEP et du CCG. Grâce à ces deux ports, ils pourraient vendre davantage de pétrole et d'énergie. Mais il semble que l'Iran soit en train, en quelque sorte, de leur retirer cette possibilité. Selon vous, quel est le jeu de Salusa? What is the game there, in your opinion? Vous me demandez de parler de la politique arabo-iranienne. Je préfère ne pas aller aussi loin. No, I'm talking about not Non, je ne parle pas des relations arabo-iraniennes. Je parle du fait que les Émirats arabes unis se rapprochent d'Israël et des États-Unis pour essayer, d'une certaine manière, d'améliorer leur position, la situation dans laquelle ils se trouvent en ce moment. The situation they're in right now. Eh bien, c'est une question de politique arabe. Il est clair que les Émirats arabes unis ont subi des pertes bien plus importantes qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Et chacune des orientations stratégiques qu'ils avaient prévues, par exemple celle avec l'Inde du Premier ministre Modi, devait faire des Émirats, avec l'Inde, une sorte de pilier du Golfe Persique pour l'IMEC, le corridor Inde, Moyen-Orient, Europe, jusqu'à la Grèce, puis vers l'Europe. Tout ce corridor commercial s'est effondré. Les tentatives des Émirats pour neutraliser ou équilibrer leur influence politique face à l'Arabie saoudite se sont également effondrées. Son économie a subi des dégâts stratégiques importants, que ce soit dans le tourisme, le commerce ou la finance. Tout cela représente des pertes stratégiques. Donc, il n'a plus vraiment d'autre option que de se tourner vers les États-Unis. Et c'est clairement un vrai problème si l'Iran montre aux Émirats arabes unis que s'ils prennent cette direction, il les arrêtera, les punira et leur fera payer un prix que les États-Unis ne pourront pas compenser. C'est à mon avis la situation. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça ou est-ce que vous voyez les choses autrement? No, I really see. I don't. Non, see that je ne pense pas UAE que les Émirats arabes unis comprennent vraiment la situation dans laquelle ils se trouvent en ce moment. Mais j'ai le sentiment que d'une certaine façon, d'autres pays du Golfe, comme le Qatar et l'Arabie saoudite, ne savent pas non plus quoi faire, surtout l'Arabie saoudite. Ils essaient de gérer leur position, mais ils n'arrivent pas à trouver de solution. But they couldn't find a solution for that.
Ils doivent gérer leur position en équilibrant leurs relations entre les États-Unis et l'Iran. Ils doivent faire preuve d'un sens de l'équilibre que les Émirats arabes unis ne semblent pas capables de démontrer pour l'instant. C'est vrai. Ce que je peux mentionner ici, c'est que le ministre des Affaires étrangères Araghchi a publié ce matin, d'après ce que j'ai compris, une déclaration sur Twitter. Et je la trouve assez déroutante. Mais je pense qu'elle est liée au calcul iranien concernant la politique arabe. Araghchi a écrit ce matin, dans son tweet, « Alors que les discussions progressent grâce aux efforts bienveillants du Pakistan, les États-Unis devraient se méfier de ceux qui cherchent à les entraîner de nouveau dans le bourbier. Or, à ma connaissance, ces discussions ne progressent pas du tout. En réalité, jusqu'à présent, notre conversation s'est concentrée sur les tentatives de Trump pour nous ramener vers une situation de guerre après le cessez-le-feu, ou vers un régime post-cessez-le-feu dans le détroit d'Ormuz, qu'il présente comme une victoire. Je ne vois vraiment pas les discussions avancer, ni du côté américain, ni du côté iranien. Même si, du point de vue iranien, elles semblent progresser, simplement parce que les États-Unis ne font pas évoluer leur position de négociation. Ce que je ne comprends pas, c'est que les États-Unis devraient se méfier de se laisser entraîner à nouveau dans un bourbier par des malveillants. Est-ce une allusion à Israël? Non, ce n'en est pas une. C'est une drôle de façon, pour le ministre iranien des Affaires étrangères, de parler d'Israël. C'est un allié proche des États-Unis. On ne peut pas vraiment dire que ce soit un malveillant. En réalité, les deux ont exactement la même attitude envers l'Iran en ce moment. Alors, qui serait ce malveillant? Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar, Bahreïn? Plus probablement, l'Iran lui-même. John, voici ce qui a été publié dans le Financial Times. Ça montre que la perte d'approvisionnement en pétrole, dans toute l'histoire, remonte à la guerre Iran-Irak, puis à la guerre en Irak et à la Libye. Et aujourd'hui, tout se concentre sur le détroit d'Ormuz. Ce qui se passe en ce moment autour du détroit d'Ormuz, c'est sans comparaison possible. Et quand on voit ce qui traverse l'esprit de ces gens à Washington, tu as mentionné qu'ils se préparent à une nouvelle attaque. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Si on veut être logique sur ce qui se passe au Moyen-Orient, on voit bien qu'ils se rassemblent, qu'ils amènent beaucoup d'armes dans la région. Ils se préparent à une nouvelle attaque. C'est, je pense, un fait, d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais comment ça va résoudre le problème qu'ils ont en ce moment avec le détroit d'Ormuz? C'est le plus gros problème de l'administration Trump. Et vous avez mentionné Araghchi. Araghchi a dit hier qu'il ne parle même plus du programme nucléaire iranien. Ce n'est plus du tout sur la table. Eh bien, souvenez-vous, on avait déjà essayé de l'expliquer la dernière fois. C'est la troisième phase de la négociation, telle que l'Iran l'a présentée. La première et la deuxième phase concernent les discussions sur le cessez-le-feu, la paix dans la région, surtout pour stopper les nouvelles attaques d'Israël au Liban. La deuxième phase, c'est le détroit d'Ormuz. Les discussions nucléaires, elles, font partie de la troisième phase. Mais on est bloqué sur les deux premières. Voilà où on en est, selon la logique iranienne. Et les États-Unis, en gros, se font retirer l'initiative, puisque nous en sommes encore aux premières et deuxième phases, le cessez-le-feu et le régime d'Ormuz. Laissez-moi revenir à la question plus large que vous soulevez. Comment les États-Unis, ou l'administration Trump, ou la Maison-Blanche, pensent-ils pouvoir tirer un avantage d'une situation que vous venez de décrire comme presque certainement perdante? Bon, regardons simplement comment, techniquement, la Maison-Blanche réfléchit au début de la saison des déplacements et à l'approche des élections de mi-mandat. La façon dont une Maison-Blanche pense, c'est en fonction des sondages.
Elle mesure comment transformer des votes en pouvoir et comment convertir des démonstrations de pouvoir en votes. En ce moment, cette semaine, la dernière moyenne des sondages d'opinion sur la popularité de Trump montre qu'il perd encore un point, peut-être un point et demi. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, gardons à l'esprit qu'il aurait été la cible d'une tentative d'assassinat il y a seulement quelques jours. Autrement dit, il n'a tiré aucun avantage du fait d'avoir été attaqué. Pas de réflexe d'unité nationale, pas de mobilisation soudaine des électeurs indécis par sympathie. Il n'y a plus de vote de sympathie pour Trump. Les électeurs indécis, ceux qui ne se définissent ni comme républicains, ni comme partisans du mouvement MAGA, disons les républicains durs, ni comme démocrates, sont de plus en plus polarisés. Et Trump ne tire aucun bénéfice des questions intérieures. Son taux de désapprobation sur l'inflation, écoutez bien, sa désapprobation sur la politique d'inflation est de moins 39%. Moins 39%. Voilà la réponse à votre question sur la pénurie de pétrole venant du détroit d'Ormuz. Cela se traduit directement par une désapprobation massive chez les électeurs américains, une peur de l'inflation. Et ça, à son tour, fait baisser l'approbation de Trump, augmente sa désapprobation, et plus la situation se dégrade, plus l'opinion sur une action militaire contre l'Iran devient négative. Il n'y a qu'une seule façon, selon Trump, de pouvoir gagner, comme on vient de l'expliquer. C'est de se présenter soit comme quelqu'un qui a été provoqué, soit comme quelqu'un qui, d'une certaine manière, remporte une victoire. Alors, comment peut-il obtenir une victoire maintenant? Je vais faire une prédiction, et notre public pourra me juger là-dessus dans quelques jours, le 14 mai. Souvenez-vous, les 25 et 26 février, 48 heures avant que les États-Unis et Israël ne lancent leur attaque, leur guerre contre l'Iran, le Premier ministre indien Narendra Modi s'est rendu en Israël. Et au Parlement israélien, il a déclaré « Am Yisrael Chai », un cri de guerre juif israélien très ancien, qui signifie pour les Israéliens que le gouvernement indien soutenait leur guerre. À mon avis, c'est exactement ce que Trump a l'intention de faire avec le président Xi Jinping de Chine autour du 14 ou du 15 mai. En d'autres termes, Trump va annoncer que son principal adversaire stratégique dans le monde, la Chine, contre laquelle la plupart des planificateurs du Pentagone élaborent des plans de guerre, des sanctions économiques, des stratégies de confinement à long terme, eh bien, la Chine et les États-Unis vont s'enlacer. C'est ce que Trump a promis à Xi. Et s'il doit y avoir une nouvelle attaque contre l'Iran, Trump l'amènera comme si elle avait reçu l'approbation de la Chine, un peu de la même manière que Modi avait donné son feu vert le 26 février. Alors, notez bien les dates des 13, 14 et 15 mai. Trump arrive en Chine les 14 et 15 mai. Laissez-moi ajouter quelques éléments pour situer un peu où en est la Chine en ce moment. Pour l'instant, le ministère des Affaires étrangères a suspendu ses points de presse quotidiens. On est mardi et il n'y a pas eu de briefing quotidien du ministère chinois depuis le 30 avril. C'était jeudi dernier si je ne me trompe pas dans les dates. Clairement, Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères et membre du Politburo, donc très proche du président Xi, d'une manière que d'autres ministres d'État ne le sont pas, a eu un appel téléphonique avec le secrétaire d'État Blinken le 30 avril. Et je regarde le compte-rendu, le fameux readout. Écoutez bien ce qu'il dit dans le contexte du plan d'attaque américain contre l'Iran et du plan américain, disons, d'opération de liberté de navigation, une tentative pour forcer l'ouverture du détroit Hormuz. Gardons tout ça en tête et écoutons ce que dit Wang Yi. Voici la version du ministère des Affaires étrangères. Wang Yi dit, que la diplomatie entre chefs d'État, donc entre Trump et Xi,
a toujours été une ancre de stabilité pour les relations entre la Chine et les États-Unis. Sous la direction stratégique de Xi et de Trump, les relations sino-américaines seraient restées globalement stables. Globalement stables? Qui peut vraiment penser ça, vu la manière dont se sont déroulées les relations entre les États-Unis et la Chine ces 2 dernières années? Wang poursuit en disant que cette stabilité sert les intérêts fondamentaux des 2 peuples et répond aux attentes communes de la communauté internationale. Les 2 parties doivent préserver la stabilité durement acquise, bien préparer les échanges de haut niveau à venir, renforcer la coopération et gérer leurs différends. Elles doivent aussi explorer la construction d'une relation sino-américaine stratégique, constructive et stable, fondée sur le respect mutuel, la coexistence pacifique et une coopération gagnant-gagnant. C'est la carotte chinoise, la carotte bilatérale chinoise. En termes russes, c'est ce que le président Poutine appelle la formule d'encourage, développer la coopération économique avec l'administration Trump. Mais écoutez bien cette partie, parce que c'est celle que les médias européens hostiles à la Chine ont le plus mise en avant. Wang Yi a souligné que la question de Taïwan touche aux intérêts fondamentaux de la Chine et qu'elle représente le plus grand risque dans les relations entre la Chine et les États-Unis. Il estime que la partie américaine doit respecter ses engagements et faire le bon choix pour ouvrir un nouvel espace de coopération entre la Chine et les États-Unis et contribuer ainsi à la paix mondiale. Alors, comment faut-il comprendre ce que dit Wang? En réalité, il dit « Arrêtez d'intensifier les tensions autour de Taïwan, que nous percevons comme une menace, et en échange, nous retirerons notre présence du détroit d'Ormuz si vous vous retirez du détroit de Taïwan. » Bien sûr, il ne le formule pas de cette manière. Mais si l'on tient compte du contexte international et de l'importance du détroit d'Ormuz pour les échanges pétroliers entre la Chine et l'Iran, que veut-il dire au fond? Il ne dit rien sur l'instabilité, c'est son mot, que cette guerre provoque pour la Chine. Ce qu'il dit, c'est que la Chine est prête à conclure un accord avec Trump, à condition que Trump la satisfasse sur la question de Taïwan. Et du point de vue de Trump, ce serait un accord facile à faire. Si c'est bien cet accord qui se prépare, évidemment, ce sera surtout des paroles. Il y aura des promesses américaines et la Chine fera confiance à ces promesses, tout comme la Russie et l'Iran le font. Si c'est bien ce scénario qui se met en place, il faut se méfier de la possibilité que Trump utilise désormais la Chine comme couverture et pas seulement l'Inde pour reprendre la guerre. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Je pense que c'est la direction qu'on prend. Et je suis désolé parce que ça va décevoir beaucoup de nos auditeurs qui veulent croire que la Chine voit les choses différemment concernant l'Iran. Mais je suis content d'apprendre que le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, s'apprête à se rendre en Chine. Il est en route, parce qu'on vient d'apprendre à l'instant une nouvelle de dernière minute. Il part pour la Chine. Très bien. On peut parier sans hésiter que quand il descendra de l'avion pour rencontrer Wang Yi, devinez ce qu'il va demander. Il posera exactement les questions que je viens d'évoquer. Oui, à mon avis, la situation entre la Chine et les États-Unis est bien plus complexe, John. Ce n'est pas seulement une question de détroit d'Ormuz ou du cas de Taïwan. Il s'agit aussi de ce qui se passe en Indonésie et de la manière dont le détroit de Malacca entre en jeu en ce moment. Et la Chine le sait très bien. Après tout, ils ne peuvent pas... Enfin, regardez ce qui s'est passé à Anchorage. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Quel a été le résultat de cette rencontre? Tu l'as dit, ils suivent littéralement la Russie avec cette réunion d'Anchorage avec les États-Unis.
Ils veulent une sorte de grand accord avec les États-Unis, mais les États-Unis ne sont pas en mesure d'offrir ça à qui que ce soit. Parce que l'état d'esprit à Washington, c'est l'hégémonie. Ce n'est pas la coopération, ni le partenariat. C'est bien là le problème. Je pense que la Russie et la Chine comprennent parfaitement la position de Washington. Ils ne veulent pas discuter en partenaire. Ils veulent parler en hégémon. Ils veulent, à mon avis, forcer la Chine dans une certaine position. Et si on regarde le cas de Taïwan, regarde ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, John. Comment peut-on imaginer que les États-Unis puissent créer des problèmes à la Chine, à Taïwan? Les États-Unis, militairement, ne sont plus en mesure de poser des problèmes à ces pays. Eh bien, je ne suis pas d'accord sur ce point. D'abord, du point de vue chinois, et aussi du point de vue russe, la politique des États-Unis consiste à réarmer le Japon, tout comme, en Europe, elle vise à réarmer l'Allemagne. Et devinez qui sont les cibles de la remilitarisation du Japon? Ce sont les Russes. Combien de temps ça prend, John? Combien de temps il faut pour réarmer le Japon? Ils ne l'ont pas, John. Je ne suis pas d'accord. Le Japon peut se réarmer très rapidement dans le cadre du régime actuel. Mais si vous dites que le risque potentiel pour la Chine ou pour la Russie est encore assez lointain, c'est vrai aussi. En attendant, la Chine a été très claire. La remilitarisation du Japon représente un nouveau risque très sérieux, d'abord. Ensuite, la même chose est dite à propos de la Corée du Sud et aussi à propos des Philippines. Et ces positions sont partagées par la Chine, soutenues par la Russie et renforcées par la relation stratégique entre la Russie et la Corée du Nord. Toutes ces relations sont en jeu, comme vous l'avez dit. C'est une situation complexe. Néanmoins, ce dont nous parlons ici, c'est de la détermination du président Xi. Je ne parle pas de l'armée chinoise, mais bien de la détermination du président Poutine. Je ne parle pas de l'état-major russe, mais de l'idée qu'un accord avec Donald Trump et ses associés puisse leur profiter politiquement à la fois à l'intérieur du pays et à l'étranger. Donc on parle maintenant de lutte de faction, de politique de faction en Russie, où la formule dite d'encourage a été, comme tu l'as dit, rejetée par le ministre des Affaires étrangères Lavrov. Il a dit exactement ce que tu viens de dire. Les États-Unis avaient promis une formule d'encourage sur laquelle nous nous étions mis d'accord, en gentlemen. Et qu'est-ce qu'on voit à la place? Une escalade des sanctions. Ce qu'on voit à la place, c'est un comportement hégémonique de la part des États-Unis. Donc oui, Nima, on est d'accord, c'est exactement ce que Lavrov a dit et c'est exactement le langage qu'il a employé. Le président Xi, lui, ne parle pas avec une telle clarté. Et Wang Yi ne parle pas clairement du tout, sauf quand il vise des cibles bien précises. Et ces cibles, ce sont littéralement les côtes chinoises. Le Japon, les Philippines, Taïwan et peut-être, dans une moindre mesure, la Corée du Sud. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire? Eh bien, ça montre qu'il y a un engagement de la part de certaines factions proches du président Xi, exactement comme Wang l'a dit. Ils essayent de créer, pour ainsi dire, une sorte de formule encourage pour la Chine. C'est quelque chose d'utile dans leur calcul politique interne. Et ça reflète le même type de calcul qu'on voit se disputer âprement à Moscou, même si là-bas ça se passe plutôt à huis clos. On assiste à des luttes de factions. Donc je ne pense pas qu'il soit juste de dire « la Chine pense ceci, la Russie pense cela, ou les États-Unis pensent autre chose ». Je crois qu'on est face, comme tu l'as dit Nima, à une situation complexe. Mais en ce moment, les acteurs, Wang, Xi et Trump, se préparent à conclure un accord. On peut se demander, et je te rejoins là-dessus, qu'est-ce que la Russie a vraiment obtenu depuis Anchorage, sur quelque plan que ce soit? On les énumère?
La guerre ne se passe pas très bien sur le terrain en Ukraine. Il n'y a aucun accord négocié, ni du côté des États-Unis, ni des Européens, ni des Ukrainiens, sur l'avenir de Donetsk, de Luhansk, des 4 régions, et plus à l'ouest, sur un plan de sécurité à long terme. En réalité, la guerre ne se déroule pas aussi bien qu'on l'avait cru, ni comme beaucoup de commentateurs l'avaient prévu. La guerre énergétique échoue à provoquer l'effondrement du front et ne parvient pas à affaiblir Zelensky à Kiev. Les négociations avec les États-Unis échouent sur tous les plans. Les dernières tentatives de normalisation entre le département d'État et le ministère russe des Affaires étrangères ont échoué. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont soudainement annoncé qu'ils allaient obliger les enfants nés de diplomates russes sur le sol américain à avoir la citoyenneté américaine. Imposer la citoyenneté américaine aux enfants de diplomates russes, c'est une décision pour le moins étrange de la part de l'administration Trump. C'est une menace directe, une provocation envers la diplomatie russe aux États-Unis. C'est même une menace plus grave que de fermer les portes et d'interdire l'accès aux propriétés russes. La dacha en Virginie, le consulat à San Francisco et tout le reste. Tout ce qu'on pouvait imaginer pour normaliser les relations entre les États-Unis et la Russie a échoué. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste? Rien. Rien du tout de la formule d'Anchorage. Pourquoi les Chinois feraient-ils ça? Pourquoi le ministre des Affaires étrangères Wang le ferait-il? Ce n'est pas mon opinion, les amis, je ne fais que lire ce qu'il a dit. C'est l'opinion de Wang. Si les États-Unis parviennent à atteindre une sorte d'objectif de Trump, si Xi obtient quelque chose sur Taïwan, alors tout le reste peut s'aligner. Appelons ça la formule de Pékin, comme on a parlé de la formule d'Anchorage. Pourquoi les Chinois pensent-ils qu'ils peuvent conclure un tel accord? En fait, je ne fais que répéter votre propre scepticisme. Mais voilà, c'est écrit noir sur blanc. Maintenant, quand M. Arashi ira rencontrer Wang, on verra bien ce qui se passe. M. Arashi repartira avec une impression, il dira ce qu'il en pense, et on verra ce que M. Wang dira, puisque nous approchons des priorités plus importantes. C'est ce sur quoi Wang et Lavrov se sont mis d'accord. Aujourd'hui, la Chine et la Russie, c'est la relation la plus importante du monde politique. John, le 3 mai, la Chine a ordonné à ses entreprises nationales de ne pas se conformer aux sanctions américaines visant plusieurs raffineries chinoises liées au commerce du pétrole iranien. Oui, vous savez, on a vu, parce que moi je remarque une différence vraiment marquée entre la Chine et l'Inde. Je trouve la Chine plus pragmatique, plus stratégique dans ce genre de conflit. On l'a bien vu en Ukraine. La Chine a agi différemment. L'Inde, elle, a gardé la même position. Regardez l'Inde pendant la guerre en Ukraine. C'était pareil. Ils ne sont pas allés à Kiev. Leur attitude n'a pas changé. On ne voit aucune différence, même si l'Inde dépend énormément de l'énergie russe. Mais on n'a pas vu ça dans la relation de Modi, ni dans le comportement de Modi et de son gouvernement. Le cas de la Chine, lui, est différent. La Chine dépend totalement du pétrole et de l'énergie, et elle est en train de nouer une sorte de partenariat, je dirais, dans la région où elle se trouve. Elle a besoin de la Russie et de l'Iran, autant que la Russie et l'Iran ont besoin d'elle. Les États-Unis, eux, viennent de l'extérieur. Je sais à quel point le commerce avec les États-Unis est important, et personne ne peut l'ignorer. Mais au fond, je trouve que la stratégie de la Chine est bien plus réfléchie, bien plus profonde que ce qu'on a vu dans le cas de l'Inde. L'Inde, d'une certaine façon, essaie de jouer sur tous les tableaux, de s'asseoir en même temps sur 4 chaises, et franchement, ça n'a de sens pour personne. On l'a vu avec la Turquie d'Erdogan. Ces dirigeants-là ne gagnent pas. Ils essayent de rester pile au milieu pour profiter des deux côtés. Mais au final, la Chine, à mon avis, n'est pas ce genre d'acteur.
Et je ne vois rien de vraiment positif là-dedans. Donald Trump pourrait s'y rendre, mais il n'est pas en position de force. Il n'a pas les bonnes cartes, comme il l'a lui-même reconnu, surtout avec ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Honnêtement, je pense que tout tourne autour de la position de Donald Trump quand il ira en Chine. Il sait très bien que ce genre de tentative dans le détroit d'Ormuz échouerait d'une façon ou d'une autre. Mais il veut quand même faire de son mieux pour rouvrir le détroit, pour avoir une sorte de marge de manœuvre quand il ira en Chine. Est-ce que ça se produit? Non, je ne le vois pas du tout. Et la Chine le sait. Elle le sait parfaitement. Il veut que les États-Unis soient dans la position la plus faible qu'ils aient connue jusqu'à présent, pour aller en Chine et les mettre dans la même situation que celle des États-Unis aujourd'hui, que ce soit sur le plan militaire, sur les questions intérieures ou sur tout ce qui se passe en ce moment avec Donald Trump. Vous l'avez mentionné. Et ils veulent jouer cette carte face à Donald Trump. Ils veulent le confronter avec tous les atouts qu'ils ont en main. Je suis désolé, mais je ne vois pas que la Chine ait vraiment les atouts qu'elle prétend avoir. Pour que tout le monde comprenne bien, j'ai passé en revue plusieurs soi-disant analystes chinois, très présents dans les médias anglophones. C'était dans Dances with Bears hier. Et leurs opinions sont exactement les mêmes. Ils pensent, et je ne fais que les citer, vous pouvez aller les lire. Hua Bin, le soi-disant professeur Zhang, qu'on voit souvent sur YouTube, et un nouveau venu appelé China Arbitrage, ou China. Tous pensent que la Chine est en train de gagner la Troisième Guerre mondiale. Ils estiment que la supériorité militaire chinoise est telle que, sans même combattre, ce qui coûte cher, ils peuvent démontrer non seulement leur supériorité militaire, mais aussi leur supériorité technologique. Ils pensent que l'industrialisation chinoise, la maîtrise chinoise de la logistique, la domination chinoise sur tout ce qui touche aux relations économiques entre grandes puissances sont telles qu'ils ont en quelque sorte gagné la Troisième Guerre mondiale. Ils le disent vraiment, et ils y croient. Donc, pour eux, peu importe ce qui arrive à l'Iran, ils achèteront le pétrole là où il est le moins cher pour eux. Ils ont en fait un projet hégémonique entièrement chinois, et ils estiment qu'avec les États-Unis, ils peuvent parvenir à une sorte de coexistence entre hégémons. C'est leur position. Tout cela est exposé en détail, mais on ne voit pas ces détails, ni les arguments, ni les analyses militaires, économiques ou logistiques venant des hauts responsables eux-mêmes. Ceux qui en parlent, ce sont les propagandistes de ces responsables. D'accord? Ils comblent les zones d'ombre laissées par le président Xi et Wang Yi. Mais ce qui ressort de leur analyse, de leur présentation et de leur propagande, c'est la conviction que la Chine est en train de gagner sa propre version de la guerre mondiale et qu'elle y parviendra aux dépens de tous les autres. Et c'est ce qui explique leur vision des choses. Pourquoi ils n'ont rien fait pour aider Cuba, rien pour aider le Venezuela. Ils vont même jusqu'à prétendre qu'ils n'ont pas de relations militaires par procuration. Bien sûr que si. Ils utilisent le Myanmar, la Birmanie, comme un État proxy pour mener des attaques et mettre en place d'importants réseaux d'armement vers le nord-est de l'Inde. Ils font ce qu'ils estiment le plus conforme à leurs intérêts. Mais ils ne veulent pas d'un conflit militaire avec Taïwan. Ils veulent un accord avec Trump. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Très bien. S'ils veulent venir nous expliquer, parce que plusieurs d'entre eux le font déjà dans des podcasts, en nous expliquant pourquoi leur intelligence serait tellement supérieure à la nôtre, qu'ils le fassent. Mais ils ont une ambition hégémonique, et ils pensent qu'ils sont en train de gagner leur guerre. Alors, dans cette situation, vous avez très bien exprimé, je trouve, un point de vue iranien, un point de vue du Moyen-Orient sur les raisons pour lesquelles ils sont en réalité plus vulnérables qu'ils ne le croient.
c'est compréhensible. De mon côté, je peux exprimer ce qui devient une méfiance croissante du côté russe à l'égard des ambitions de la Chine, de sa manière de s'exprimer et de son refus de s'engager réellement dans des partenariats qu'elle soutient depuis longtemps sur le plan rhétorique, mais pas sur le plan pratique. Donc ce que nous exprimons ici, je pense, ce n'est pas la vision que la Chine a d'elle-même, mais plutôt la vision que nous avons et qui reste sceptique face à la manière dont la Chine se perçoit. C'est raisonnable. Nous avons tous des points de vue différents. Oui, mais après tout, je pense qu'on avait déjà ce genre de doute quand la guerre en Ukraine a commencé. On se demandait, est-ce que la Chine soutient la Russie? Est-ce qu'elle aide la Russie? Comment vont-ils gérer leurs relations avec les États-Unis? Mais je crois qu'avec le temps, on a compris que la Chine soutient vraiment la Russie. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent quel est leur objectif. La vraie question, à mon avis, c'est qu'est-ce qu'ils comptent obtenir des États-Unis? Taïwan, pour la Chine, je pense que ça ne représente plus rien. Taïwan, c'est fini. Désolé, ça non, je suis pas d'accord avec ça. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Taïwan, c'est tout pour la Chine. Oui, c'est tout. C'est absolument tout. Mais en ce moment, c'est entre les mains des Chinois. Ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit avec les États-Unis. Ils n'ont besoin de rien venant des États-Unis. Les États-Unis ne peuvent rien faire à Taïwan. Imagine un peu, Taïwan c'est une île, John. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à Taïwan face à la Chine? Rien. Les États-Unis ne vont pas pouvoir le faire. Non, ils ont déclenché toutes ces guerres en Ukraine, au Moyen-Orient, pour mettre la pression sur la Chine. Si on ne voit pas l'ensemble du tableau, on passe à côté. Tu vois, ce ne sont pas des événements isolés, ni en Ukraine, ni en Iran en ce moment. Tout est lié. Je ne sais pas trop comment toi, tu perçois la manière dont les Chinois comprennent ce qui se passe. Eh bien, je pense qu'on n'est pas vraiment en désaccord. C'est juste qu'on regarde la situation d'ensemble sous des angles différents. À mon avis, l'Iran a déjà décidé qu'il pouvait se battre seul, avec le soutien limité qu'il reçoit, d'abord de la Russie, et ensuite, dans une moindre mesure, de la Chine. Mais aucun de nous, ni les Occidentaux, n'est en position de dire pas plus que l'Iran n'est prêt à préciser ce qui est fourni exactement et ce qui ne l'est pas. Je pense que la Russie considère qu'elle se bat seule en Ukraine contre les États-Unis et leurs alliés. Elle a reçu un soutien très important de la Corée du Nord. La nature de son soutien, sa relation avec la Chine, tout ça est extérieur à l'Ukraine. Et c'est une relation importante, une relation économique très importante. Mais on voit de plus en plus, dans les milieux de réflexion en politique étrangère, une montée du scepticisme envers la Chine comme partenaire stratégique. Et on peut constater qu'il y a eu, et j'en ai déjà parlé, des divergences significatives, non détaillées, que Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, a évoquées après ses échanges avec Wang depuis le mois de décembre. Ces divergences, elles aussi non précisées, ont également été mentionnées par le porte-parole du président, Yuri Ushakov. Je ne veux pas, enfin, on ne peut pas. Ce n'est pas une bonne idée de survoler ces problèmes profonds de façon superficielle. Mais je pense que, quand on regarde la guerre que la Russie mène contre toute l'Europe en Ukraine, avec en plus les États-Unis, on ne voit pas de soutien chinois significatif. Et on peut dire que du point de vue russe, le soutien et la relation avec la Chine sont importants, puisque la Chine devient l'alternative à l'Europe pour le commerce russe. Je crois qu'on parle un peu à côté. Je ne pense pas qu'on soit en désaccord, mais je crois qu'on sous-estime ce que les Chinois pensent d'eux-mêmes et la manière dont ils se perçoivent comme supérieurs au reste d'entre nous.
Comment? Non, c'est ce qu'ils disent. Ils le disent vraiment. Ils expliquent leur propre analyse, leur vision logistique du commerce mondial. Ils le disent noir sur blanc. J'ai d'ailleurs détaillé, cité mot pour mot, dans Dances with Bears hier, la façon dont ils pensent. Exactement. On pourrait dire, bon, c'est pas forcément représentatif de la politique chinoise. Eh bien, dans ce cas, qu'on me montre une autre version de cette politique chinoise, moi je n'en ai pas vu. Laisse-moi te le dire comme ça, John. Imaginons que les États-Unis aient essayé de faire quelque chose à Taïwan, en Ukraine, et que ça a échoué. Au Moyen-Orient, c'est en train d'échouer. Alors, quelle est la prochaine étape pour les États-Unis? On a vu, tu sais, le chef du parti d'opposition à Taïwan se rendre en Chine, discuter avec Xi, parce que Xi sait très bien. Tu vois, la femme qui représente l'opposition à Taïwan, elle sait que, vu ce qui s'est passé avec les bases américaines au Moyen-Orient, ils sont aujourd'hui dans une position très vulnérable à Taïwan. Mais si on regarde ce qui se passe en Indonésie, avec le détroit de Malacca, qu'est-ce que c'est ça? Et comment les Chinois vont-ils le percevoir? Parce que pour moi, c'est la prochaine manœuvre des États-Unis contre la Chine. C'est pas seulement une question de Taïwan. C'est que tu échoues en Ukraine. Et ça m'a bien spirituel à cause de l'Iran et de la Russie. Qui a dit? Du point de vue américain, du point de vue européen et du point de vue ukrainien, ils ne pensent pas qu'ils échouent en Ukraine. Ils échouent envers le peuple ukrainien. Oui, mais ils ne considèrent pas qu'ils échouent si leur objectif de guerre, c'est d'affaiblir la Russie. Je pense que les Européens peuvent ressentir ce qu'ils veulent, parce que, franchement, ça n'a aucun sens pour personne. Les Européens peuvent continuer, si vous voulez, à entretenir ce genre de haine. Mais moi, je parle des États-Unis, de l'agenda de l'hégémon. Je parle de l'Empire, de la façon dont l'Empire voit ce qui se passe. L'Empire vient dire que la guerre, Donald Trump lui-même a dit que l'Ukraine avait perdu la guerre. C'est Donald Trump qui l'a dit. Je n'invente rien. Bien sûr, il dit des millions de choses. Je veux dire, on ne va pas choisir une de ces phrases plutôt qu'une autre. Ce qui se passe, c'est qu'il pense que la Russie devient de plus en plus vulnérable. Et les Européens le pensent aussi. Et je ne crois pas qu'il faille exagérer, comme le font certains courants russes, en disant que les Européens sabotent un règlement de paix à l'amiable avec les États-Unis. Je pourrais dresser une autre liste de tout ce que fait l'administration Trump pour continuer à affaiblir la Russie. Et ils y parviennent. Ou du moins, ils pensent y parvenir. Et il y a un courant autour du président Poutine qui veut croire qu'ils peuvent encore conclure un accord, ce qu'ils appellent la formule d'Anchorage. Alors, je ne suis pas prêt à écarter aussi vite, ni aussi complètement, la stratégie américaine visant à affaiblir la Russie en Europe. Ils ont d'ailleurs des plans bien établis pour aller plus loin. Ajouter des armes nucléaires en Finlande, renforcer leur position depuis le Groenland jusqu'au Canada, et ainsi de suite. Ils ne se considèrent pas comme faibles. Ce n'est pas une posture rhétorique. Ils estiment aussi que sur le plan hégémonique, ils gagnent du terrain à certains endroits et qu'ils ne doivent pas se montrer vulnérables ailleurs. C'est ce qu'on appelle la théorie d'Elbridge-Colby. Déplacer les priorités des points faibles vers les points forts. Et puis, on en arrive à l'Asie et à leur vision de la manière de mener un affrontement contre leur principal adversaire, la Chine. Taïwan n'est qu'un des, disons, engagements stratégiques que les États-Unis, sous l'administration Trump, veulent affirmer. Ils peuvent clairement dire qu'ils progressent au Japon,
aux Philippines et en Australie. Quant au détroit de Malacca, ils continuent de montrer la puissance de leur flotte du Pacifique, combinée à celle de l'océan Indien et à celle de la Méditerranée pour dominer chacun de ces détroits. Je ne vois aucun signe d'un affaiblissement de l'influence américaine à Singapour. Et je ne vois pas non plus de recul notable dans leur conviction qu'ils peuvent contrôler ces mers. Quant à la capacité de la Chine à déployer une marine, la Chine a clairement indiqué qu'elle avait des limites côtières. Elle défendra ses rivages. Elle limitera, autant que je sache, ses préoccupations particulières à l'égard du Japon et des Philippines. D'accord? Son voisinage immédiat, Taïwan, le Japon, les Philippines. Ce sont, semble-t-il, ce qu'elle continue de présenter comme ses priorités stratégiques. Et Wang a dit que la question de Taïwan touche aux intérêts fondamentaux de la Chine, comme le plus grand risque. Il plaisantait? Est-ce que Wang ne dit pas, en réalité, que l'implication des États-Unis à Taïwan est le plus grand risque que Xi ne veut pas voir? Il se moque de nous, il exagère ou il est sérieux? Je ne suis pas prêt à dire qu'il ne voit pas les choses aussi clairement qu'il prétend. Je crois que vous dites que la Chine perçoit un affaiblissement des États-Unis au Moyen-Orient, parce qu'en gros, l'Iran a tenu bon. L'Iran a trouvé une manière, une stratégie militaire directe contre Israël et les États arabes pour résister à toute attaque. Mais je ne pense pas que les Chinois en aient conclu que, disons, l'échec des objectifs militaires américains au Moyen-Orient se traduirait par une faiblesse des objectifs américains face à la Chine à propos de Taïwan. De la même façon, je ne pense pas que les Chinois considèrent la position russe en Ukraine ou en Europe comme un modèle de force à suivre face au Japon et aux États-Unis à propos de Taïwan. Donc, je ne veux pas vous mal comprendre, mais je ne crois pas que la Chine se fasse d'illusions. La faiblesse américaine au Moyen-Orient ou sur le champ de bataille ukrainien ne se traduit pas, selon elle, par une faiblesse à Taïwan ou au Japon. Au contraire, elle agit dans l'ordre où elle pense être la plus forte. Oui, bien sûr, la Chine se réjouit des divisions d'opinion à Taïwan. Pourquoi ne le ferait-elle pas? Elle considère Taïwan comme son territoire et elle a besoin de parler à tout le monde là-bas. Oui, je pense que la façon dont la guerre en Ukraine s'est déroulée pour l'Iran, alors qu'il mène en ce moment une guerre contre les États-Unis, fait que ces deux conflits, en Ukraine et au Moyen-Orient, finissent d'une certaine manière par aider la Chine dans sa position. Et comme tout ça est lié, je vois vraiment ces guerres comme connectées. Je ne vois pas d'isolement entre ces conflits. Et la Chine, à mon avis, le comprend très bien. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent comment les États-Unis vont réagir sur le plan militaire, disons, purement militaire, et quelle est leur marge de manœuvre en matière de puissance militaire vis-à-vis de Taïwan. Les États-Unis ne pourront rien faire contre la Chine. Quand la Chine a-t-elle mené une guerre pour la dernière fois? Et quand a-t-elle gagné une guerre pour la dernière fois? Franchement, je ne m'en souviens pas. Ce dont je me rappelle, c'est que lorsque la Chine s'est engagée contre le Vietnam, elle a perdu. Je me souviens aussi que dans l'Himalaya, disons qu'elle a fait match nul, selon le point de vue qu'on adopte. Je me souviens encore que le soutien chinois au Pakistan a conduit ce dernier à supplier les États-Unis d'imposer un cessez-le-feu et d'assurer sa protection. Je sais que beaucoup de nos auditeurs aiment penser que le Pakistan a vaincu l'Inde lors de la guerre d'avril-mai dernier. Mais, à mon avis, les faits montrent exactement le contraire. Non. Soyons réalistes. La Chine met en avant sa puissance militaire lors de ses défilés, mais elle n'a jamais démontré sur le terrain, au combat, que ses forces étaient plus efficaces que pendant les 2 premiers jours où le Pakistan a tiré des missiles chinois sur l'armée de l'air indienne.
Chinese missiles at the Indian Air Force. The rest of the war's left out. Le reste des guerres est laissé de côté. Je n'ai pas vu que la Chine ait fait autre chose que de mettre en avant sa puissance militaire. Je ne dis pas que les États-Unis ne font pas la même chose pour nous convaincre. L'Iran montre qu'un petit pays, en étudiant pendant des années son adversaire, peut réussir, avec une guerre de drones peu coûteuse, à défier un hégémon beaucoup plus grand et plus cher. L'Iran démontre des capacités militaires d'un petit pays qu'on n'avait encore jamais vues. On observe quelque chose de similaire avec la guerre de drones sur le champ de bataille en Ukraine. Mais je ne vois pas, si on parle ici d'équilibre militaire, qu'il y ait autre chose que de la communication, du marketing militaire. On ne parle pas de résultats réels sur le terrain. Et pour la Chine, il n'y en a tout simplement pas. There are none for China. Zero, zip. And that's fine. Zéro, rien du tout. Et c'est très bien que la Chine soit aussi pacifique qu'elle dit vouloir l'être. Mais si les États-Unis montent d'un cran, comme la Chine le pense, comme la Russie le pense, et comme les États-Unis disent le faire avec le Japon, alors la situation stratégique de la Chine devient tout autre. Et jusqu'à présent, ils n'y ont pas répondu par la force. Mais, comme je l'ai déjà dit, regardons ce qu'ils disent faire. Ils n'ont pas besoin d'utiliser la force. Ils ont la capacité de contrôler les chaînes logistiques, la supériorité technologique du monde entier. Je veux dire, je ne cherche pas à promouvoir des opinions avec lesquelles je suis profondément en désaccord. Je dis simplement, pour illustrer à quel point la Chine a une vision et des ambitions hégémoniques, que c'était dans le Dances with Bears d'hier. Je ne suis pas là pour donner mon avis là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. On a cet accord, John. Après tout, ce n'est pas rien, c'est un vrai sujet. Mais le problème, c'est la façon dont je vois la Chine aujourd'hui. Tu me demandes, où est-ce que la Chine a gagné? Eh bien, je te poserai la même question. Quand est-ce que les États-Unis ont gagné? C'était pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la Russie qui a gagné la guerre, et les États-Unis ont célébré la victoire de la Russie. Et c'est bien là le problème aujourd'hui. Je pense que la vraie question maintenant, c'est quel est le levier de la Chine sur les États-Unis? Ils ont une sorte de partenariat avec l'Iran et la Russie qui affrontent les États-Unis sur le terrain et dans les airs. Et ils savent comment gérer les États-Unis. On a même vu des responsables et des commandants chinois en Russie en train d'apprendre. Et ça a été un vrai processus d'apprentissage, John. La guerre en Ukraine, ça a été une énorme leçon pour la Chine. Et la guerre contre l'Iran, au Moyen-Orient, c'est aussi, à mon avis, une immense expérience d'apprentissage pour la Chine. Et puis, il faut le dire, John, quand on parle de la Chine, sur quoi la Chine a-t-elle un levier face aux États-Unis? Sur les minerais rares. Les États-Unis ont besoin de ces minerais pour reconstruire leur arsenal, leur stock. Ils doivent remplacer les missiles de croisière, les intercepteurs qu'ils ont utilisés dans la guerre contre l'Iran et contre la Russie. Alors, qui va fournir ces minerais aux États-Unis? En grande partie, ils dépendent de la Chine aujourd'hui. Je pense que la Chine a en ce moment toutes les cartes en main face aux États-Unis pour jouer avec l'administration Trump. Écoutez, je pense qu'on peut être d'accord sur la façon dont vous présentez les faits. En revanche, votre conclusion dépasse mes compétences pour analyser la politique chinoise depuis ma position, qui est celle de Moscou. Mais quand je regarde mes collègues américains, spécialistes de la Chine, ou mes collègues européens, asiatiques, indiens, tous experts de la Chine, quand j'observe la manière dont ils interprètent les données, oui, la Chine a des atouts. Mais leur conclusion, et je crois que c'est un consensus, c'est que la Chine va chercher une sorte de partenariat hégémonique avec les États-Unis. Elle reconnaît qu'elle a besoin des États-Unis. Elle reconnaît aussi qu'elle peut apprendre aux États-Unis que, en tant qu'hégémon, eux aussi ont besoin de la Chine.
et qu'ils souhaitent ensemble se fixer des objectifs communs pour leurs économies nationales. A common goals for their domestic economies. That's what I think is about. C'est, je pense, ce qu'on va voir se manifester d'une manière très trumpienne quand il arrivera à Pékin les 14 et 15 mai. Un partenariat entre hégémons, ça convient aux deux parties. Mais ça ne joue pas forcément en faveur de l'Iran, ni de Cuba, ni même de la Russie. Admettons en gros que la Chine a tiré un trait sur son investissement au Venezuela. Elle ne l'a pas défendu et elle n'a pas cherché à obtenir de réparation. Quant à la présence de la Chine en Afrique, c'est un domaine que je connais assez bien, la façon dont elle agit là-bas. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce comportement ne correspond pas à celui d'un hégémon, ni même d'une grande puissance particulièrement convaincante vis-à-vis des États africains. With respect to the African states. But let's leave that aside. Let's take. Mais laissons ça de côté. Prenons les points que vous avez mentionnés et regardons les 2 prochaines semaines, pendant lesquelles l'Iran fait face à de nouveaux risques, alors que la Chine n'a pas dit un seul mot pour dissuader les États-Unis d'exercer une pression maximale contre l'Iran. Pas un mot, rien du tout. Au contraire, la Chine, selon les propos que nous avons cités de Wang Yi, a invité les États-Unis à coopérer sur la même base que la formule d'Anchorage, celle qui avait été établie avec le président Poutine. Or, comme la formule d'Anchorage n'a mené nulle part, nous savons bien que ce n'est pas la politique américaine. Et derrière tout cela, Trump dit qu'il veut voir une défaite du camp États-Unis-Europe, celui de l'OTAN, face à la Russie. At Russian hands. So, I think we'll see. Je pense qu'on va voir dans quelle mesure la promesse de coopération, de respect mutuel et de relations stables faite par Wang Yi, cette présentation déformée des faits pour faire croire à un partenariat entre 2 hégémons au détriment de tous les autres, c'est bien ce qu'on observe aujourd'hui. Et on verra dans les prochains jours si M. Arakchi revient de Chine avec le même niveau d'assurance qu'il avait en quittant Moscou. On verra aussi, une semaine plus tard, si le président Trump et le président Xi affichent vraiment cette étreinte, l'ours, c'est russe, cette étreinte donc que chacun a promise à l'autre. Et on verra si l'Iran et la Russie en paient le prix. Oui, je crois que la Chine a dit qu'elle se fichait des sanctions américaines concernant les raffineries chinoises. C'est quelque chose de concret. Au moins, ils en parlent. Mais ces 2 derniers jours, on a appris que... Non, attendez une seconde. En fait, ils s'en soucient. Ils disent simplement « on va les ignorer ». Mais c'est ce qu'ils font. En gros, ça veut dire que vous n'allez pas nous forcer à adopter une position. Mais la Chine est contrainte. Les grandes banques chinoises respectent bien les sanctions secondaires américaines. Ce que vous avez observé, et c'est tout à fait juste, c'est une forme de résistance à la marge dans ce qu'on appelle le commerce du pétrole des théières. Ça représente, je dirais, entre 5 et 10% du commerce pétrolier russe, pas plus. Ces acteurs disent « nous rejetons ces sanctions ». Souvenez-vous, la dernière fois que Xi et Trump se sont rencontrés en Corée du Sud, la Chine avait cherché et obtenu une exemption pour acheter du pétrole russe transporté par mer, pas seulement celui qui arrive par oléoduc. Donc oui, la Chine s'en préoccupe. Elle affirme aussi « nous ne reconnaissons pas ces sanctions bilatérales ». La Russie dit la même chose. Mais ce genre de déclaration, ça ne revient pas à défendre des convois. La Russie a besoin de convois. Elle doit maintenant protéger ses convois contre les attaques ukrainiennes, britanniques et américaines. Ces attaques s'étendent jusqu'à la côte entre la Crète et la Libye. La Russie doit donc défendre ses convois dès à présent. La Chine, elle, n'a pas encore à le faire. Vous avez évoqué le détroit de Malacca et nous avons longuement parlé du détroit d'Ormuz. Pour l'instant, la Chine n'a pas les moyens militaires
de défendre ses convois. La Russie, de son côté, affirme qu'elle prévoit de protéger son commerce de pétrole par navire-citerne. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'ampleur des dommages que la Chine a subis à cause des sanctions secondaires. On le voit dans son système bancaire et dans ses grandes compagnies pétrolières d'État. Les petits acteurs chinois, les petits hommes d'affaires chinois, qui, et je ne sais pas quelle influence politique ils ont sur le président Xi, que ce soit au niveau régional ou central, sont défendus par des mots. On verra bien s'ils obtiennent le pétrole malgré l'intervention des États-Unis. Mais on peut facilement imaginer que les États-Unis pourraient relâcher un peu l'application de leurs sanctions pour le commerce du pétrole des théières, l'air, ces petites raffineries, ou pour le commerce du pétrole à prix réduit que la Chine pratique. On verra si les États-Unis décident d'étendre, de renforcer ou d'assouplir les sanctions contre les grandes entreprises chinoises. Ça, on ne le sait pas encore. Je dépasse mes compétences en disant ce que la Chine fera réellement pour défendre ses intérêts. Elle affirme qu'elle ne les défendra par la force que sur son littoral, dans le détroit de Taïwan. Voyons un peu ce qui pourrait se passer. Je vois la Chine devenir plus stratégique, plus pragmatique. Et comme je l'ai déjà constaté en Ukraine, je dirais que la même chose va se produire avec l'Iran. Ils comprennent que les États-Unis ne sont pas un ami. Il peut y avoir une certaine forme d'entente, mais selon moi, la principale cible des États-Unis, c'est la Chine. Et la Chine l'a bien compris. Elle fera tout pour réduire les moyens dont disposent les États-Unis pour l'attaquer ou lui nuire. Voyons comment tout cela va évoluer. Je suis entièrement d'accord avec votre résumé. Là-dessus, on est complètement sur la même longueur d'onde. Oui. Voyons un peu quelles petites politiques sont en cours en ce moment. Et je pense que le temps nous le montrera. Oui, merci. Merci, John. Toujours un grand plaisir. Comme toujours. Merci, Nima. À la semaine prochaine. On en verra un peu plus. Exactement. C'est bien de ça qu'on va parler.